Bonsoir Farid Kider, personnalité remarquable, une personnalité inspirante. Oh, c'est gentil tout ça. Intrigante, attachante. Vous êtes l'un des meilleurs boxeurs de votre génération. Le seul français, si j'ai envie de dire même au monde, à être titré dans toutes les disciplines principales de la boxe, 8 fois champion du monde. Farid, vous êtes surtout un homme de cœur, qui se soucie des autres, qui aime les autres, ce qui attire les autres à vous aimer, malgré des polémiques et des médiatisations mal placées. Avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous sentez-vous ? Alors, depuis que je suis là, très bien. L'espace est chaleureux. On s'y sent bien. Bon, on est au sous-sol. C'est des caves à l'ancienne, mais très très bien. En tout cas, l'accueil est parfait. 10 sur 10. On mettra une note sur TripAdvisor. On fait attention avec vous, Farid. Non. Alors, Farid, le concept est simple. C'est le calendrier des stars qui s'affiche sur vos écrans. Et ce soir, la star, c'est vous, Farid. Un calendrier composé de plusieurs cases abritant de belles surprises. Et ce soir, vous allez être comme un enfant devant votre calendrier de l'Avent. Sauf que ce n'est pas des chocolats qu'on va manger ensemble. Ça va être des souvenirs qu'on va partager ensemble. Si vous le voulez bien sûr. Bien Alors, sûr, je suis êtes-vous prêt à nous dévoiler des passages joyeux, des fois un peu plus sensibles de votre vie, Farid ? On va essayer de jouer le jeu. Ça va être compliqué parce que je suis quelqu'un de très pudique. Et j'ai du mal à me dévoiler au début, mais après, on va voir. On va voir si t'as le savoir-faire, si tu sais tirer les vers du nez, comme on dit. Là, on me met la pression dès le début de l'émission. Alors, comme je l'ai dit, le calendrier s'affiche devant vous, plusieurs cases. Je voulais choisir un premier chiffre, un premier numéro, afin de dévoiler ce qui s'y cache. Le 23. Alors, avant de dévoiler le 23, Farid, est-ce que vous y allez un peu avec du hasard, ou bien il y a une signification derrière le numéro 23 ? Le 23, non. Il y a une signification. Il est beau le 23. Ouais. Michael Jordan. Oh. J'avais pas pensé à lui, mais on dirait que c'est Michael Jordan. Non, le 23, c'est la date de naissance de mon fils. D'accord. Voilà. Donc il y a une signification. C'est ça. C'est pour ça le 23. Il y en a d'autres, hein. Après, il y en a d'autres qui vont arriver. Bah, si c'est votre fils, ça devrait porter chance. Normalement. On découvre ensemble la case numéro 23. Allez, avec plaisir. Yes. Bachir, Tunisiano, Sniper, SNIPR. Donc, petite vidéo pour mon frère d'amour, Farid Kider, bien évidemment, le seul et l'unique. Donc, je prends le temps de mettre des mots sur ce que je pense de lui profondément. Donc bon, on se connaît depuis plus de 20 ans. C'est en grande partie lui qui m'a fait découvrir la boxe. Il m'a même coaché. Ça a été un mentor par rapport à ça. Ça veut dire à l'époque de Bagnolet, il m'a invité à venir le rejoindre là-bas. Donc c'est d'ailleurs là-bas où j'ai rencontré plein d'autres sportifs et j'ai traversé. Allez, vas-y, on peut se dire, on a fait 4-5 années ensemble de sport à fond. Donc ça a vraiment été exceptionnel. Mais en dehors de ça, en dehors du sportif, bon bah il y a l'homme. L'homme, pour ma part, bon bah, je devrais le qualifier en quelques mots, sans en faire trop, bien évidemment, c'est loyal, droit, bon, un peu fou, mais c'est ce qu'on aime chez lui aussi. Et puis ouais, non, franchement, il a un don pour la transmission. Il est en fait, ouais, c'est quelqu'un de fidèle. Ça veut dire que ça bouge pas. Ça veut dire que même si on a pu se perdre pendant pas mal d'années, c'est le genre d'amitié où, pour moi, un vrai ami, ça a toujours été ça. Ça a été genre, en gros, c'est pas parce qu'on traîne pas ensemble tous les jours que ça veut dire qu'on est plus potes. Mais quand on se voit, on est toujours content de se voir et c'est comme si on s'était pas vu depuis 2 semaines ou depuis 2 jours, par exemple. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris là-dessus. Donc voilà, en quelques mots. Ce que je dois dire de Farid, mais bon voilà, source de motivation, droit, fidèle, exemplaire, bon père de famille, sportif comme pas possible, avec une discipline et une rigueur, que j'aurais aimé avoir, mais que je n'ai jamais eu, et donc voilà, forcément je m'inspire de lui. Donc voilà, donc bon, gros bisous à Farid, et puis voilà mon frérot, je t'aime beaucoup. Bah, c'est gentil, je te Wow. jure que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Bachir, c'est un super mec. Il est vraiment, comme on dit chez nous, hanin. Mhm. Ça veut dire qu'il a la gentillesse dans l'âme. Mhm.
façon, il le porte sur son visage. Et puis c'est vrai que quand il parle de moi, quelqu'un de loyal, bon, il est pareil. Hein. C'est un mec qui a un cœur en or, très sensible. Bon, après, quand il est on est tous pères de famille, donc on a tous des enfants. On sait un peu ce que c'est que l'amour d'un père avec un enfant. J'ai rencontré ses enfants, on est partis en vacances ensemble. On a passé des super moments. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. C'était en quelle année? Ça devait être en 2000, peut-être 2008, 2007, 2006, je sais plus. On est parti boxer en Biélorussie. D'accord. Tous les deux. D'accord. On s'est retrouvés avec le sac à dos. Ouais. Écoute, moi, il n'avait jamais coaché. D'accord. Je lui dis, viens, on y va. Donc, j'arrive en Biélorussie. J'avais un boxeur qui était déjà prévu. Et Bachir paniquait, tu vois. Il se dit, bon, on boxait ensemble à la salle depuis quelques années déjà, donc il connaissait un peu le système. Mais coacher, c'est un métier. Bien sûr. Tu sais, on n'est pas coach, on ne se met pas dans le coin d'un boxeur. Tu te dis, qu'est-ce que je dois lui dire? C'est quoi la motivation? Comment je vais le charger à bloc, tu vois? Et il était un peu paniqué, stressé. Et je lui dis, non, donne-moi juste de l'eau. T'occupe pas du reste. Et on arrive déjà le premier jour. Je devais boxer un mec, je sais plus c'était qui. Et ça change. On me dit, ton boxeur est malade. Il y a un autre boxeur, le mec star au Japon. D'accord. Et moi, j'arrive, je dis, je connais pas le mec, Vasily Chiche, qui avait fait le K1 japonais. Je l'avais pas encore fait, moi, le K1. Donc, on me dit, tu as boxé ce gars-là et tout. Je dis, ok. Et après, j'avais un autre de mes entraîneurs qui me dit, non, Farid, tu peux pas te mettre à boxer comme ça des gens, n'importe qui. Moi, j'accepte, j'y vais, je suis pas pour boxer, je suis Et c'est parti sur le ring. La guerre. Le mec, une machine de guerre. Il avance tout le temps. Pas de marche arrière. C'est un tracteur. Je le fais tomber au moins une dizaine de fois au sol. Je l'emmène, je l'humilie, je le machin dans tous les sens. Et puis ils avaient tous la pression, les boxeurs. Il savait qui vous étiez? Ouais, il savait. Mais pour lui, il était au-dessus. Oui, bien sûr. Parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience. Il y avait leur président qui avait pris le micro, qui avait expliqué à tout le monde, bon les gars, vous êtes la fierté du pays, il faut gagner. Surtout eux, c'est très... Et je me souviens, Bachir, à chaque round terminé, bois, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, c'est bon, t'es bien. Un vrai coach. Ah, il était là. Et c'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne sauraient qui c'est Bachir, c'est Tunisiano, un très grand rappeur du groupe Sniper, du célèbre titre Gravé dans la roche. Gravé dans la roche, ouais. Et c'est incroyable parce que, voilà, moi c'est la première fois, parce que j'adore cet artiste, que je l'entends dire « je t'aime ». Et là, il vous fait limite une déclaration beau, d'amour fraternel. Touché son petit témoignage. C'est votre ami ou c'est... Non, je t'ai dit, on a passé 20 ans de notre vie ensemble. Beaucoup, on s'est beaucoup fréquenté sur ses albums. On était là en studio avec lui, on le soutenait parce que. Et vous le considérez comment? Comme un ami, comme un frère? Oh, c'est un frère, Bachir. C'est un frère. On a beaucoup, je te dis, on a voyagé ensemble, on est partis ensemble, on a fait les 400 coups et on s'est vu monter. Moi dans la boxe. Il était derrière, là, toutes les compétitions, les Bercy, les Zénith, les machins, il était avec nous. Et puis sur les concerts, on l'a suivi aussi. Et puis c'est une motivation mutuelle. Donc c'est important. C'est aussi ça l'amitié. C'est pas que quand ça va. Ouais, non mais c'est. Personne s'enviait. C'était vraiment quelque chose de fraternel. Et vous avez beaucoup de frères, Farid? Beaucoup d'amis frères? Moins qu'avant. Moins qu'avant parce que là, avec la vie, on est déçu. Par certaines personnes où on pensait que c'était des frères. Et puis, quand il y a des coups durs dans la vie, t'en as beaucoup qui vous tournent le dos et on se dit, ah ouais. C'est un tri naturel ou c'est un tri que vous faites vous-même? Oh, c'est un tri qui se fait tout seul. Avec l'âge. Je le fais moi et voilà. Après, il y en a d'autres qui arrivent et qu'on retrouve dans les moments difficiles parce que c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on n'a que des frères. Tout le monde est là. Les mariages, on les connaît, hein. Tout le monde participe et puis quand il y a les décès où c'est dur, c'est là où on voit les vrais qui vous soutiennent, qui disent voilà, on est là dans les bons et dans les mauvais moments. Il parle beaucoup de votre détermination, de votre motivation et votre talent. Et c'est vrai. Farid Kider, c'est presque 100 KO. C'est énorme. Votre combat le plus marquant, Farid, c'est lequel? Alors, il n'y a pas de combat plus marquant que d'autres. Il y en a un qui a été... j'ai fait des combats très durs, mais... j'ai eu plein de beaux combats, plein de beaux KO. Je pense que le Japon, par sa grandeur, parce que j'ai boxé à Tokyo, où je sais plus comment s'appelait la salle, et il y avait 50 000 personnes. Quand je mettais un coup de poing, ça résonnait dans la salle. Plus qu'un zénith. Ouais. Et là, c'était magique. Puis on sortait dans la rue, les gens des photos, ils nous offraient des photos, des cadeaux, c'était extraordinaire le Japon. Et un KO qui vous a marqué? Une fois, j'ai réussi à mettre un KO avec les jambes.
D'accord. Ça veut dire que j'ai frappé tellement fort dans les jambes de l'adversaire, Ah, sur les jambes de la personne, ok, d'accord, je pensais dans les jambes, en look kick. Je sais pas, j'avais une folie comme ça à un moment. J'ai chargé avec les jambes. J'ai dû mettre peut-être une vingtaine de coups de pied. D'accord. Il reste au sol, il s'est plus relevé. Donc ils l'ont emmené en civière et j'ai dit, je savais pas que c'était possible Bah oui, de mais mettre un KO Oui. qu'avec les jambes, en frappant qu'avec les jambmes. je pense que c'est rare même. Ouais, ça s'est fait. Enfin, j'ai réussi. Je ne jouerai pas au foot avec Non. vous, Farid. Je pense que les footballeurs, c'est une autre frappe. C'est vrai que je pense qu'ils ont Oui. plus de... Bon, ouais, c'est différent. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a une technique. De frapper dans un ballon pour envoyer, ça va très loin. Et le coup de pied, lever Bien placé. voilà. Après, il y a une, c'est comme un coup de poing. On donne pas un coup de poing, voilà, il y a une technique. Hop, là, remet le coup de poing, bien, Ouais, mais j'ai vu il y a pas longtemps sur Instagram une de vos vidéos où vous enchaînez un peu les coups de pied, je sais pas exactement le terme précis, mais on voit la répétition. force, Ah. la rapidité que vous avez, c'est exceptionnel. Et en parlant de exceptionnel, il y a pas longtemps, vous avez été champion vétéran. C'est ça. J'ai refait un championnat du monde à Akbou, en Algérie. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans. 2024. C'est incroyable. Ouais. Et là, et c'était drôle, j'ai boxé un petit jeune de l'équipe d'Algérie, il faisait partie. Mhm. Je devais boxer des Italiens au Mhm. départ, et ils ont pas obtenu leur visa parce que c'était compliqué. Et donc au final, pour pas gâcher le gala, Oui. le championnat du monde, donc ils ont pris un membre de la fédération nationale d'Algérie, l'équipe nationale, qui était aussi champion d'Afrique, qui avait 28 ans, peut-être une trentaine d'années. Mhm. Bah, je lui ai montré que les anciens étaient encore là. Et ils sont encore là, et malgré, il y a des années de carrière derrière, et ma question, elle est simple. C'est Comment on peut tenir physiquement, mentalement, après autant d'années? C'est obligé, il y a un secret, Farid. C'est obligé. Alors, je vais être honnête, le secret, c'est quoi? C'est pas fumer, pas boire, pas de drogue. D'accord. Non, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, et puis être assidu. Ça veut dire que moi, je n'ai jamais arrêté. Moi, je suis un passionné de sport. Mhm. J'en fais pas plus tous les jours, mais au moins 4 par semaine. C'est-à-dire 1 jour sur 2 ou 5 entraînements par semaine. Et c'est quoi les Ça dépend de- entraînements C'est les entraînements, 1h30, 2 heures, le soir. De quoi, du footing? C'est quoi? Non, il y a le footing, c'est à part. Mhm. Spécifique boxe. C'est-à-dire le soir à la salle, un peu de leçon, un peu de sac, un peu de mise de gants. Mhm. Donc voilà. Après, je parle dans le général. Il faut faire du sport régulièrement parce que le sport, c'est le médicament du bon Dieu. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a une douleur au dos. On va prendre du Doliprane, on va prendre des médicaments. Alors que qu'est-ce que c'est que cette douleur? C'est peut-être le muscle qui faiblit. Il faut le renforcer. Donc on fait un peu de muscu, un peu de renforcement musculaire et c'est reparti. Les douleurs à part. C'est physionomique. C'est comme ça. Mhm. Donc le secret, C'est le le sport. cycle. Voilà. C'est le sport. C'est le sport. En plus, vous avez une salle de sport. Je m'entraîne dans plusieurs salles. Je tourne dans les clubs en fait. D'accord. Très bien. C'est une très belle case que Tunisiano Bachir, c'est ça de son vrai nom, Oui. vous a faite. Il est temps pour vous de choisir une nouvelle case. Le calendrier s'affiche. Je vous laisse choisir un numéro, un chiffre. Le 6. Le 6. Bon, le 23, c'était la naissance de votre fils. Le 6, quelque chose. Oui. C'est. La date de naissance de mon fils Céliane. Aussi. Eh ben, on le salue. Et on découvre ensemble ce qui s'y cache. Ah, c'est une photo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo. Alors, c'est une photo qu'on a devant nous. Oh, Ça vous parle ou c'est pas? incroyable cette photo. Oh là là. On a bossé un peu. Ah ouais. Mais incroyable. Oh là, c'est ma sœur, je crois là-bas. Ma sœur Fadila. Oh. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà? Ah bah oui. Vous êtes... Il y a mon frère Jamel. Oh, oh, oh. Ça c'est mon grand-père. Mhm. Ça c'est moi. Ah, j'ai dû lui prendre son chapeau. Sa petite chachia là. Oh là là. Quand vous voyez cette photo, Farid, vous voyez quoi? Alors je vois mon grand-père qui a vécu 100 ans, paix à son âme. Paix à son âme. Ça c'est un cousin qui était professeur, qui s'appelle Mehdi. Mhm. Euh, Et vous ressentez quoi à travers cette photo? là j'ai pris quelques années dans la gueule. Oh là, mais C'est vrai que ça doit dater. mais elle vient d'où cette photo? C'est impossible. C'est vrai que ça... Attends, je vais me lever. Je vais regarder. Donc on a Farid qui se lève, qui veut voir de plus près. C'est une très belle photo, hein. On est où là? On est où? Kabylie. On est en Kabylie. Oh ouais. On est en Kabylie, vous êtes tout jeune, vous devez avoir quel âge? 6 ans? Ah ouais, 5 ans, je vois 5-6 ans, Ouais, ouais, oh là là. Est-ce que à cette époque-là, vous aviez déjà cette rage de vaincre?
cette mentalité? Alors, à cet âge-là, je te jure, j'avais mon petit caractère. Mhm. C'est ce que me disait ma mère. Je m'en souviens plus, hein, j'étais petit, mais je sais que elle disait tout le temps, tu es très dur. Parce que j'aimais tous les jeux de bagarre. Tout ce qui touchait à la bagarre, j'aimais. Déjà, c'était Donc, ouais. Donc, j'avais mon grand frère, j'étais plus fort que lui, je lui disais toujours, je te bats. J'avais un frère au-dessus encore. Je me bagarrais tout le temps avec le plus grand il était déjà beaucoup plus grand. Oui. Il mettait des raclés à chaque fois, mais je disais toujours, je te bats. Et ah là là, le grand-père. Oui, il y a quelque chose. Il y a une question que j'aimerais vous poser, Farid. Vous aviez dit qu'à l'époque, au début de votre jeunesse, la police vous avait interpellé en vous disant est-ce que vous avez une arme sur vous? Vous aviez répondu oui, j'ai mes poings. Est-ce que à cette époque-là, quand vous voyez cette photo, est-ce que ces poings étaient déjà des armes? Non, j'étais trop petit encore pour avoir cette réflexion et me poser ce genre de questions. Mais en fait, même petit, j'étais hyperactif. Aujourd'hui, ils détectent ça, TDTH, là, comment on appelle ça, là? Oui, hyperactif. Ouais, quelqu'un d'hyperactif. Aujourd'hui, c'est. Mais à l'époque, on disait pas ça. On disait des très turbulents, ce garçon. Beaucoup. Très. Et on n'arrivait pas. Il fallait vous canaliser, quoi. On me mettait pas 5 minutes sur une chaise. À la classe, je me levais, j'allais au tableau, je vais aller aux toilettes. J'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup. J'avais la bougeotte. Et là, mais là, je me rappelle plus. Ça, je sais que c'est les maisons kabyles d'Algérie, hein, d'époque, avec la brique. Et à quel moment, à quel âge vous vous êtes dit vous allez rentrer dans ce monde qui est la boxe? Qui est la boxe? Dans votre tête, à quel âge vous êtes? Ouais, non, après, quand je suis rentré au collège, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et j'ai commencé à fréquenter les salles de boxe. J'étais accompagné, j'étais parrainé par les plus grands. J'avais un oncle qui boxait aussi. J'avais des membres de la famille. Mais moi, je me suis tout de suite dit, c'est ce que je veux faire. Parce qu'après, à 16 ans, j'ai commencé à travailler sur la pièce d'identité de mon frère à l'époque, parce que j'avais pas 18, donc on voulait pas que je travaille. Donc j'avais pris les papiers de mon grand frère, qui avait 18 ans, 2 ans de plus. Et j'avais commencé à bosser. Et c'était tellement dur. Je travaillais dans une menuiserie, porter le bois, machin. C'était tellement compliqué, tellement dur. J'ai dit non, c'est pas ce que je veux faire. Et je suis retourné à la boxe et puis je me suis mis à 100% dedans. Et voilà. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a marché. Alors là, devant vous, on a une partie de votre famille. Pour vous, c'est quoi la définition de ce mot famille? Famille, c'est, on connaît le terme, on ne choisit pas sa famille. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça restera toujours sa famille. C'est le sang. Donc, comme dans chaque famille dans le monde, hein, il y a toujours des bons, des mauvais moments, des familles qui se déchirent, des familles qui s'aiment. Et moi, j'ai cette chance, je touche du bois grâce à Dieu, on a une famille assez solidaire. Même si de temps en temps, on se prend un peu la tête, enfin, mais ça fait partie du jeu. Comme tout le monde. Ouais. Mais c'est important de garder cette relation. À cet âge-là, vous manquez de rien? Ou alors, c'était difficile? Le problème, c'est que, encore une fois, je pourrais même pas te répondre parce que, comme on savait pas ce qu'il y avait ailleurs, on se disait tout le monde est comme nous. Et aujourd'hui, vous êtes père de famille. Aujourd'hui, si je fais une rétrospective sur le passé, je me dis, on n'avait rien, on était des mesquines. On n'avait même pas de quoi manger. Tu rigoles ou quoi? Là, on allait dans le champ et chercher des figues. On se disait, une glace, il fallait qu'il nous donne 1 dinar. Le grand-père, on kiffait 1 dinar, on avait 3 glaces. On faisait tout avec rien. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, avec tout, on fait rien. Ouais. C'est ça c'est le désavantage. Mais c'est vrai que quand on était petit, on n'a pas tous ces soucis. On se dit qu'on vit tous pareil. C'est vrai, on vit dans un monde où on est dans les bisounours. On se dit tout le monde est comme nous. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont de plus? On se dit les palaces, on n'a pas connu, donc on sait pas ce que c'est. Exactement. On peut pas dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on fréquente des palaces, des belles voitures. On peut pas. On peut pas parce qu'on n'avait pas de repères. On n'avait pas de comparaison. Aujourd'hui, avec l'âge, on se dit on a travaillé, on a mérité tout ce qu'on a eu parce qu'on s'est bagarré. On a travaillé, on est sacrifice, des heures et des heures d'entraînement, 3 entraînements par jour, 7 heures de sport par jour. Toi, tu te lèves le matin, tu vas travailler. Moi, je me lève le matin, je vais courir. L'après-midi, tu continues le boulot. Moi, je retourne à la salle. Le soir, rebelote, je suis à la salle de muscu jusqu'à 22, 23 heures. Tu vois? Donc, on fait des sacrifices. La vie de famille, c'est pas la même. Tu vois, il y a... Bon, après... Mais est-ce que cette enfance-là, Farid, elle a pas joué
qui vous êtes maintenant, parce que je connais vos combats. Oui, vous avez des combats sur le ring. Vous avez d'autres combats. Vous avez les combats de la pauvreté aussi. Bien sûr. Vous luttez. Non, contre mais cette la pauvreté. vie, c'est un combat perpétuel. Et quand on est petit comme ça, en fait, on se projette pas. On se projette pas. C'est avec le temps. Et c'est vrai que moi, je suis resté beaucoup en Kabylie parce que j'étais très dissipé. J'étais dur. J'étais pas sage. Quand je dis pas sage, j'étais turbulent, je bougeais tout le temps, je pouvais pas rester sur place. Et donc ma mère disait non. Et puis les copains, dès que moi je démarrais au quart de tour, on me chauffait un petit peu, je me bagarrais tout de suite. Et donc ma mère m'envoyait des 2 mois, 3 mois en Algérie, en Kabylie. Allez, tu vas aller voir ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, tu vas rester avec eux, tu vas te faire les dents. Ça a marché? C'était pire. Mais très bonne école. Oui, bien sûr. On a d'autres photos. On va essayer de faire tourner les photos, s'il vous plaît, à la régie. On vous voit aussi à travers les années. Hein. Là, vous grandissez. Putain, ma vie. Très belle tenue, hein, en tout cas. Alors ça, c'est une tenue de ninja. Ah, là, on vous voit boxer. Là, vous êtes jeune, là. Là, vous avez quel âge? 19, 20? Ouais, c'est ça. Je dois avoir la vingtaine. C'est où ça? Moi, ça devait être à la salle, non? C'est une petite salle de boxe. Ouais. Donc, on vous voit grandir et on vous voit devenir qui vous êtes. Tiens, d'ailleurs, j'ai même un cocard. Je sais pas si tu vois sur l'œil gauche, j'ai un petit clic. Exactement. Ça, j'ai dû prendre ça sur le ring. Mais Farid Kider a déjà eu des KO? Non. Donc, vous savez pas ce que c'est qu'avoir un KO. Vous savez ce que c'est de donner un KO, mais vous savez pas ce que c'est qu'avoir Après, oui, comme tout le monde, j'ai été sonné, je me suis relevé, mais le cas où on fait dodo, jamais. Pourtant, c'est... Ah, là, on voit mieux le cocard, là. Ouais. Je me souviens les sponsors, les premiers survêtements qu'on nous donnait. Alors, où est-ce que Farid. Oh, t'es costaud, le petit Farid, hein? Ouais. Ça, c'était en équipe de France de boxe taille. Alors ça doit être en 99 ou 2000. Il y a 25 ans. Avec Pascal Mathieu, c'était mon premier entraîneur en boxe taille. Un mec top, un super mec. Et pareil, passionné de Muay Thai, et il faisait partie de la Fédération internationale de Muay Thai. Je suis parti en Thaïlande 2 fois avec lui. Et ça, c'est le trophée que j'ai dû gagner. Ça devait être au Mexique, ça, je crois. Et à ce moment-là, votre famille, elle est toujours derrière vous, elle comprend votre destinée? Bah, ma mère, elle comprenait pas, la pauvre. Parce que la maman, tu sais, j'avais une maman, la pauvre, elle savait pas lire et écrire. Et quand je rentrais, à l'époque, c'était 4 heures. Quand je rentrais à 4 heures, je posais mon sac. Elle me disait, t'as fait tes devoirs, mon fils? Je lui dis, oui, maman, regarde. Mais la pauvre, elle savait pas lire et écrire. Donc c'était facile de la voir. Et ouais, non, elle savait pas que... Mais la famille n'était jamais derrière? Les frères n'étaient jamais derrière vous? Non, parce que, tu sais, les garçons, c'est pas comme les filles, c'est différent. Tu vois, nous, les mecs, on est un petit peu... on est voilà, on fait un peu ce qu'on veut. On n'a pas de cadre, on n'est pas cadré. C'est comme ça. C'est les garçons dans les familles, c'est comme ça. Farid, on a compris, vous êtes très famille. Un sujet un peu plus sensible. Vous avez perdu un frère en 2011. Ouais. Le plus jeune de vos frères, paix à son âme. Assassiné par balle, presque 15 ans après ce drame. Comment on le vit? Est-ce que la blessure est toujours aussi douloureuse? Alors la blessure, elle est toujours là, bien sûr, c'est toujours présent. En fait, on s'en remet jamais. On vit avec. Je pense qu'on vit avec la douleur. On y pense de temps en temps. C'est comme, je pense que de perdre un être cher comme ça, ça fait toujours mal. C'est comme un parent. C'est comme quand on perd sa mère, son père. C'est des scènes qui reviennent à chaque fois. Et on pense au bon moment qu'on a passé. Si la maman ou le papa, moi en l'occurrence mon petit frère, s'il était là, je l'ai toujours fait kiffer, je l'ai toujours emmené parce que c'était le dernier de la famille, donc il était toujours, il est gâté comme tous les derniers de la famille ou comme les enfants ou les petits frères. Et c'est sûr que c'est toujours une blessure qui reste, qui fait mal, parce que c'est pas une mort naturelle. Quand c'est une mort naturelle, on s'y fait. Quand c'est un assassinat, c'est différent. Voilà. Farid, alors j'ai fait des recherches sur vous et je vais être honnête avec vous, je vais vous regarder dans les yeux. Ça m'a beaucoup ému. J'ai lu beaucoup d'articles sur cette histoire. Vous le détaillez précisément, donc on est un peu dedans avec vous quand vous décrivez cette histoire. Donc quand vous dites ça, je vous comprends. Est-ce que aussi il y a pas aussi cet esprit cette soif de vengeance aussi qui y a à travers ces personnes qui ont assassiné votre frère ce jour-là? Et c'est peut-être pour ça aussi que le deuil a du mal à se faire. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est humain.
Je pense que la soif de vengeance, c'est humain. On a tous. Surtout quand on est sportif de haut niveau. Ouais, c'est comme ça. Surtout que c'est fait. C'est un truc à la con, quoi. C'est pas. C'est une histoire de bagarre qui a mal tourné. Il y a des armes dans le coin. Bon, moi, c'est comme ça. Ça fait mal. Aujourd'hui, le jugement a été prononcé. Ouais, il y en a eu quelques-uns qui se sont incarcérés, d'autres qui sont en prison, d'autres que voilà. La vie continue après. Bien après sûr. tout ça. Bien sûr. C'était la case famille, la case enfant. On a découvert des photos. On va ouvrir une autre case si vous le voulez bien, Farid. Si vous voulez continuer l'émission, bien sûr. Bien sûr, on va continuer. On est là Allez, pour le calendrier s'affiche. Une autre case si vous le voulez bien. Le 15. Le 15, c'est un beau numéro ça. C'est un très beau numéro, le 15. Et je vous dis ce que c'est? Oui, bien sûr. on veut savoir. C'est le suspense. Le 15, en fait, là, c'est comme à la roulette au casino. D'accord. J'ai mes numéros. Ah. Je joue toujours ça, le 7, le 6, le 13, le 23. Je vais vous couper. Parce que quand j'entends casino, j'ai cette histoire du 1,5 million à Las Vegas. À Las Vegas. Et c'est une true story? C'est vraiment réel? Bien sûr. 1,5 million. Bah, mais c'était quoi la mise de départ? 1 million? Non. Vous avez misé combien? On était beaucoup. On est parti avec 40-50 000 euros. C'est énorme, 1,5 million. Ouais, mais il y a un jeu qui s'appelle le Craps. Oui. À Las Vegas qui est le lancer de dés. Oui. Et plus tu gagnes, à chaque numéro que tu fais, tu doubles ta mise. D'accord. Donc on fait 50 000, 100 000, 100 000, 200 000, 200 000, 400 000. Voilà. Ok, d'accord. T'as compris le Ouais, système. mais à un moment, à 400 000, 500 000, vous arrêtez. Non, tu enlèves et tu repars. Tu redescends la mise. Tu D'accord, repars après ok. à 10, 20 000 et tu D'accord. repousses et tu repousses. Mais quand tu fais 20 coups, 30 coups, Ouais. tu lâches pas la main. T'as vu dans les films, Ouais. le mec il est là, et vas-y. Et à chaque numéro que tu lances, le 10 il sort, le 5 il sort, le 8 il sort, le 9 et constamment, et t'arrêtes pas, parce qu'il faut faire le 7. Ouais, bah oui. 5 et 2, 6 et 1, c'est là où tu perds. Et vas-y, et tu montes. Et tu... Vous avez gagné combien? 1,7 million. 1,7 million et le soir même, vous rentrez en France? Pas le soir même, on est resté 2 jours après, on est reparti. Ouais. Avec la somme. Ouais. Ouais. Elle est belle, hein. Mais à la douane française, on vous arrête pas? Non. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis que c'est compliqué. Les États-Unis parce on a eu le premier contrôle, le filtre. Oui. Et quand ils ont vu l'argent, en fait, aux États-Unis, tu dois déclarer tout l'argent qui sort du pays Bien sûr. pour qu'ils aient. Mais nous on le sait pas. Mais en plus c'est payant. Ils prennent une taxe dessus. D'accord. Déjà quand tu perds, ils prennent de l'oseille. Oui. Et en plus quand ils gagnent, il faut en prendre aussi. D'accord. Donc voilà. Et puis moi j'avais le papier du casino, j'avais tout. Donc j'avais pas de problème avec ça. Il vous a réussi à passer la douane américaine. Et vous êtes arrivé avec 1,7 million. Le 15, il vous a porté chance ce soir-là? Le 15, il m'a porté chance. Ouais. Ça, c'est Morad, date de naissance de Morad, mon petit frère que j'aime à la folie. Et Eh ben, découvrons ensemble la case numéro 15. les routes de ma vie. Alors c'est un livre, une pochette de livre qu'on a devant vous, Farid Kider, les rounds de ma vie, parce que vous avez aussi écrit ce livre. De quoi parle ce livre, Farid? Alors ce livre, c'est une biographie. Mhm. Je parle de mon parcours, d'où je suis parti, et c'est un peu la réussite sociale. Je parle de comment, en fait, de mon parcours, tout simplement, d'où je suis parti, tout petit, jeune Orlysien de la ville d'Orly, qui s'est retrouvé dans les plus beaux quartiers de Paris, à rencontrer les plus belles personnes. C'est là où j'ai commencé à rencontrer un petit peu. Où j'ai mis un pied dans la jet set, comme ils disent. Et ça c'est incroyable parce qu'on en parlait tout à l'heure. Vous êtes un enfant de la Kabylie. Voilà, vous aviez pas tout quand étant petit. Vous manquez même peut-être de certaines choses. De beaucoup de choses, ouais. De beaucoup de choses. Et là, vous mettez un pied dans le milieu de la jet set parisienne. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est donné à tout le monde ou bien c'est une chance que vous avez eue? Alors je pense que c'est surtout les boxeurs, tu sais, on fait fantasmer beaucoup de gens. Les gens aiment les boxeurs parce qu'on a cette aisance, je parle pour moi, hein. Moi je sais que je suis très très attachant, je suis sympa et je suis bagarreur, donc des fois voilà, quand il faut y aller, on y va, je suis partie prenante, tu vois, de trucs comme ça. Mais bon, j'évite, hein, je suis pas Encore aujourd'hui? Ouais, non, je suis pas dans les mais voilà, et je pense que les gens aiment les boxeurs. Pourquoi, j'en sais rien. Après, peut-être pas tous les boxeurs. Il y a des Mongols, hein, comme partout, mais j'en fais pas partie. Et du coup, vous étiez invité parce que vous étiez Farid Kider, le boxeur du moment. Voilà, le champion du monde de boxe. Et puis les gens se disaient, vaut mieux avoir un ami boxeur qu'un ami électricien, quoi. Ça s'en servira plus. On salue quand même les spectateurs électriciens.
Quel était l'objectif de ce livre, Farid? Parler de mon parcours. C'était suite à une demande. C'est vrai que les gens voulaient savoir un peu, découvrir le Farid Kider, comment j'en suis arrivé là, et l'ascension sociale, quoi, tout mon parcours. Et je me suis dévoilé, j'ai dit plein de trucs, On vous découvre à travers ce livre. Ouais. Alors, entre-temps, il s'est écoulé quelques années. Est-ce que vous pourriez faire un tome 2 aujourd'hui? Est-ce que vous avez, en tout cas, les scénarios pour faire le tome 2? Je fais même un tome 3. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup à dire, là. Entre ce livre et aujourd'hui, il y a beaucoup à dire? Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un film sur ma vie pour parler de un biopic? Ouais. Un biopic sur ma vie et il y a pas mal de choses à dire, ouais. On va en parler. Vous avez été mis en détention provisoire en juin 2015, innocenté par la suite. Acquitté, exactement. Exactement. Comment et c'est drôle parce que quand on dit les erreurs judiciaires existent-elles, cette phrase, elle m'a marqué. Je me souviens, il y avait un policier qui faisait sa plaidoirie sur un petit peu ils essayaient de parler des bornages, des écoutes téléphoniques, de tout ce qui se disait. Mais en fait, il y avait aucun lien. Donc, il y a l'avocat Bertrand Burman, qui est mon avocat, qui est un génie, et qui avait posé la question aux policiers en disant est-ce qu'il y a-t-il des innocents en prison? Il voulait pas répondre. Il n'a pas voulu répondre. Il s'est abstenu. Il a dit je ne répondrai pas. Est-ce qu'il y a-t-il des innocents? Est-ce que les erreurs judiciaires existent-elles? Et elles existent, la preuve. Bien sûr. Donc il y a eu un tribunal. Aujourd'hui, ils ont estimé que je n'avais rien à voir dans cette histoire. Et comment vous l'avez vécu cette période? C'est incroyable quand même. Vous êtes jugé, on vous jette, Farid, on vous jette en prison. Vous le savez, vous êtes innocent. Ces jours en prison, vous les vivez comment? Mais c'est très dur. C'est très dur, surtout que quand on passe devant le juge d'application, le juge qui a enquêté sur l'affaire, qui fait une confrontation avec moi, avec la personne qui a été enlevée, séquestrée, qui lui dit non, ce monsieur-là, je l'ai jamais vu. Le jour de la séquestration, j'étais pas là, j'étais pas présent. Et quand même, on décide de m'incarcérer en disant non, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Vous étiez très proche d'Arnaud Mimran, pour pas le citer. Tu comprends rien. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc après, je suis pas un fataliste, mais ok, on te dit tu vas en prison. Ok, on y va. Sarkozy va y aller bientôt. Donc ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis pas hors la loi. Ok, on y va. Vous saviez à ce moment-là que vous alliez être acquitté, innocenté, ou vous pensiez que vous alliez purger votre peine? Non, j'avais confiance en la justice française. Franchement, j'avais confiance parce que il y avait rien. Le jour de la séquestration, j'étais sur scène. Alors pourquoi c'est quoi? Vous aviez la tête c'est votre nom? Non, je pense que c'est surtout la relation que j'avais avec Arnaud Mimran. J'étais très proche d'Arnaud Mimran. Et comme lui, c'était le principal concerné, donc ils se sont dit, Arnaud Mimran seul peut pas le faire, il avait besoin du boxeur. On a fait des raccourcis. Et aujourd'hui, en leur expliquant que, d'ailleurs, ils savaient même pas que le jour de la séquestration, j'étais sur scène. J'étais au théâtre du Gymnase, je faisais mon one-man show. Et ça, on l'a découvert le jour du tribunal. Quand l'avocat a plaidé, a expliqué, alors a dit, voilà, le jour de la séquestration, monsieur Kider n'était pas sur les lieux de machin, il était au théâtre du Gymnase. Il jouait sur scène. À ce moment-là. Et là, le juge qui se tire la tête, lui aussi comprend pas. Il dit, mais attendez, je comprends pas. C'est quoi et puis voilà, d'où l'acquittement. Voilà, on m'a acquitté en disant que ils ont qualifié ça d'une erreur judiciaire. Vous avez été indemnisé pour ça? J'ai été indemnisé. Pas ce que je voulais, mais j'ai été indemnisé. Ça sera dans votre biopic? J'en parlerai. Et oui, les erreurs judiciaires existent et on en a la preuve avec une personnalité publique comme vous l'êtes. Ça n'arrive pas qu'à n'importe qui, ça peut arriver même aux personnes les plus populaires ici en France. Aujourd'hui, vous me dites que vous avez confiance en la justice. Ça va être ma dernière question sur cette case. Est-ce que vous en voulez à la justice aujourd'hui? Sur les mois que vous avez passés en détention, est-ce que vous leur en voulez au juge, au procureur? Ou bien vous dites ça arrive? Au départ, bien sûr qu'on leur en veut. Parce que, en fait, il y a eu un travail bâclé qui a été fait. Donc quand le travail est bâclé par la police,
les juges en général se réfèrent au rapport de la police. Les policiers font une synthèse en disant voilà, ils racontent un petit peu, ils montent une histoire qu'ils présentent au juge, mais le juge a qu'une version, celle de la police. Il n'a pas la nôtre. Nous on l'a après. Quand on vient se défendre, on explique un peu, on donne nos arguments, mais moi j'étais pas là, j'ai rien à voir. Oui, ok, je suis en contact avec telle personne, mais ça fait pas de moi un délinquant. Je suis pas un voyou parce que je suis ami. C'est comme aujourd'hui, demain on traîne ensemble. Je vais pas te demander ton casier judiciaire. Oui. Tu vois, Mais même si vous étiez ami avec le principal accusé, est-ce que c'est parce que vous appelez Farid Kider que vous êtes boxeur? Est-ce que vous serez quelqu'un d'autre? Après, on se pose des questions, bien sûr. Votre ressenti, Farid, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pensez J'y ai pensé. Est-ce que vous pensez Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous appelez Farid Kider qu'aujourd'hui Ça joue. Je pense que ça joue. Surtout, je pense que j'ai le bon profil. Champion du monde de boxe, issu de la banlieue. Franco-algérien. Franco-algérien, maghrébin, on va dire. J'avais pas tous les éléments en ma faveur. Vous savez, j'avais le bon profil pour y aller. J'avais pas le bon profil pour ne pas y aller. Vous êtes ressorti, vous avez été innocenté dans cette affaire. En tout cas, ça fait plaisir d'en parler et j'aurais dû lire les questions, je l'aurais peut-être un peu plus. Mais en tout cas, voilà, on a dit. On a hâte de découvrir. En tout cas, j'espère que le biopic va se faire et on a hâte de découvrir ce biopic parce que franchement, en travaillant, en faisant des recherches sur vous, vous avez vraiment, c'est vraiment très passionnant. J'en ai reçu des invités, mais vraiment, vous avez un profil très, très passionnant. Que ce soit, on en parlera encore durant l'émission, vos différentes casquettes que vous portez professionnellement, mais aussi votre histoire dans votre vie privée. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire une émission de 10 heures avec vous, Farid. Le calendrier s'affiche. Une autre case, je vous laisse choisir. Alors, ce sera le 14. Le 14. On a fait le 15, là on fait le 14. Il y a une signification derrière le 14. Date Farid. de naissance de mon papa, qui est décédé depuis... Le pauvre, il est parti un peu trop tôt, comme plein de parents d'ailleurs, comme plein de papas. Mais voilà, ça on choisit pas. Et c'est drôle parce que je vois qu'on parle beaucoup de religion, tout le monde se tire dessus, tout le monde se critique, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes, les machins. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va suivre tous le même chemin, on va être dans la boîte sous terre. Exactement. C'est tout ce qu'il faut retenir. Exactement. Le reste, on en rediscutera. Mais en tout cas, il y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'on va y aller dans la boîte et on va finir. Exactement. On ouvre le 14 ensemble, Farid. C'est parti. Alors bonjour à tous, cette vidéo est pour Farid, j'ai un petit message pour Farid. Qu'est-ce que je peux dire sur Farid? Farid c'est quelqu'un de très bienveillant, très sympathique et très faux. Avec Farid, quand on est tous ensemble, on peut avoir 50 ans, 60 ans, on va être tous des enfants, des adolescents, à vouloir jouer, à vouloir se taper des barres et à faire des blagues. Donc il est très taquin, il est toujours dans les blagues, toujours à faire de la rigolade. Et d'ailleurs, il y a un truc que je comprends jamais, c'est qu'à chaque fois que je joue mon spectacle quelque part dans le monde, je trouve Farid dans la loge. Personne n'a accès aux loges, il y a que Farid, il est dedans. Je sais pas comment il fait, je sais pas, mais il est toujours là. Donc en tout cas, je souhaite le meilleur et Farid, quand il t'aime, il t'aime. Quand il t'aime pas, c'est quelqu'un de vrai, de très vrai. Et c'est une belle amitié, voilà. Donc les amis, faites attention à vous et Farid, fais attention à toi. Waouh. Amin Radi. Très grand humoriste. Ouais, Du moment. super humoriste. Il est très talentueux. Et on est parti au Maroc d'ailleurs à Marrakech il y a quelques mois. Lui, Dan, moi, et on a passé une semaine magnifique. Et toujours aussi fou lui aussi, très drôle. Et ouais, toujours plein d'idées. Son cerveau il fuse à 200. Très très talentueux. Un message fort à travers cette vidéo. Ça vous surprend que cette jeune génération d'humoristes ait énormément de respect envers vous? Ils respectent le champion. Ils respectent le champion. Ils ont pas le choix ou je vais les corriger. Ils vont prendre une raclée, les petits. Mais non, c'est parce que c'est marrant. Mais vous avez pris des gens que je fréquente et c'est des gens que j'aime beaucoup parce que humainement ils sont top. Tu vois, ils ont un cœur, ils sont gentils, il parlait de bienveillance, mais lui aussi il est très bienveillant. Voilà, c'est pas des gens qu'oublie. Tu sais, j'ai besoin parce que j'ai un gros réseau, je m'en cache pas, je connais énormément de monde, mais ça, lui, il fait partie des gens. Souvent dans son spectacle, il est complet, tout le temps complet, et souvent, comme on est beaucoup,
j'ai beaucoup de famille et beaucoup d'amis, mais je les considère comme de la famille. Donc, beaucoup d'amis m'appellent en me disant, Farid, j'ai besoin de 5-6 places pour le spectacle d'Amin Radi. Donc, j'appelle Amin, il me dit, Farid, je suis full. Il me dit, ok, tu les mets sur les escaliers. Donc, j'arrive toujours à... Il accepte? Ouais, là, il joue le jeu, il est magnifique. Et c'est pour ça, il dit qu'il vous voit dans toutes les loges. Ouais. Donc c'est comment vous passez les portiques, vous dites je m'appelle Farid Kider et là vous faites la surprise dans les loges ou En général, je connais beaucoup de monde, donc j'arrive toujours à me faufiler n'importe où et puis il comprend pas, lui il dit mais qu'est-ce que tu fais là, par où t'es rentré, comment t'as fait? En tout cas, c'est un message très fort. Alors, c'est une case qu'on va caractériser par l'humour parce que vous êtes aussi vous-même humoriste. Vous avez fait un one man show avec le One Round Show qui s'affiche devant nous. Ouais. Comment avez-vous eu cette idée de monter sur scène? Parce que c'est quand même incroyable. On passe du champion du monde de boxe, un des plus les plus titrés au monde, et là, on monte sur scène faire du one-man show. Alors, j'ai eu un coup de folie. Alors, pourquoi? Parce que j'ai une méthode pour déstresser sur le ring. Moi, j'en vois beaucoup qui se concentrent, qui restent machin. Moi, mon petit truc à moi pour déstresser, c'est de faire des blagues, charrier, tailler les mecs et tout. Et comme je disais, moi, quand je suis dans le vestiaire, je reste pas assis à me concentrer, c'est impossible, j'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la salle, je regarde quelques combats, je fais rentrer les copains qui ont pas de thunes et qui galèrent pour acheter un billet à 100 €. Donc, moi, je sors, je vais les chercher avec le badge. Voilà, je suis tout le temps à être bienveillant et à m'occuper de mes invités. Et de là, un jour, j'ai rencontré Kakoumbe, qui était auteur. Et on a décidé de partir sur une aventure comme ça au théâtre du Gymnase. Et on a écrit un petit peu un parcours. On a parlé après comme j'ai fait la ferme célébrité. Donc on a parlé un petit peu de la ferme. J'ai parlé de boxe. J'ai fait plein de caricatures de boxeurs qui ont pris beaucoup de coups dans la gueule. Malheureusement, il y en a. Ça existe. Ils ont pas tous le cerveau. Et ça, c'était au théâtre du Gymnase. Du Gymnase. Ouais. Au théâtre. Ouais, très bon. C'était en 2013, je crois, 2012-2013. J'ai fait le Festival d'Avignon aussi. Oui. Et je me suis éclaté et ça m'a plu. Et j'ai fait beaucoup d'impro. Et je te jure que je me suis éclaté pendant 2-3 ans. Ça vous manque? Ça m'a manqué à une période. Mais comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait tellement de choses, j'ai pas encore trouvé le temps de réécrire un spectacle. Je me suis reposé. J'ai renoté plein de notes, plein d'idées. Et j'ai pas trouvé le temps encore. Mais je vais m'y remettre. Je pense que je vais me remettre sur du one man. Ce serait bien. Ouais. Comme ça, je pourrais aussi venir voilà. vous regarder en plus. Et c'était marrant parce qu'à chaque fin de spectacle, donc j'avais une cible. Il y en avait un que je taillais sur tout le spectacle. Et à la fin, j'offrais une séance de boxe sur le ring, sur la scène. D'accord. Ok. Donc j'avais les paos, les gants et puis toujours dans la rigolade. Bon, on espère vous revoir sur scène. Alors Farid, on a une petite vidéo pour vous. Ouais. Elle tenait à vous envoyer un message. C'est une surprise, ça. Bon, c'est une petite surprise de calendrier. On regarde ensemble? Allez. Ah, il y a pas de chiffre, là. Il y a pas de numéro. Non, il y a pas de chiffre. Allez. On regarde maintenant. C'est parti. Ouais. Salut, c'est Amy et dans cette vidéo, je vais te parler de Farid Kider. Farid Kider, je l'adore. Humainement, il est incroyable. Il est généreux. C'est quelqu'un qui va donner énormément de temps pour les autres sans rien demander au retour. Il a un cœur énorme. Il est beau gosse, mais c'est un truc de malade. Il vieillit tellement bien. Mais c'est quoi son secret? Je lui ai jamais demandé, mais moi j'aimerais vieillir comme lui. Tous les hommes aimeraient vieillir comme lui. Son poivre et sel là. Enfin, il est plus sel que poivre, mais ça lui va à ravir. Et au-delà de ça, il est authentique. J'adore sa personnalité. Je veux dire, je peux passer une journée avec lui et me dire, putain, il y en a pas deux comme lui. Il est vraiment humainement incroyable. Et je lui fais un clin d'œil, mais il y a que lui et moi qui allons comprendre ce clin d'œil. On repart quand tu veux à la fête foraine. Des bisous, mon frère. Amy, ah là là, c'est ma bombe atomique. Déclaration d'amour. Ah, elle est gentille, c'est la meilleure, Amy. Alors Amy, c'est un génie de la scène. Ouais. Elle est très très forte et je conseille d'aller la voir au Palais des Glaces. Ouais. D'ailleurs, je dis ça, mais j'y ai pas été, mais je vais y aller, je pense, mercredi prochain. Et ah non, c'est une dynamite, c'est une pile électrique. On est parti en vacances, bah c'est la même équipe, ça, Bachir, Tunisiano, oui. Elle, moi, toute l'équipe. Et ah non, c'est une bombe. Là, c'est avec ses enfants, elle est merveilleuse cette fille. C'est pour ça que même moi j'ai du mal à leur faire des éloges parce que elle est trop gentille. Ça fait du bien des fois d'en avoir. Ouais.
Non, et puis c'est sincère. Tu vois que c'est des gens avec qui on a passé des super moments. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est intéressant. Vous avez dit, vous connaissez du monde. Vous avez, vous avez plein de contacts. Vous connaissez du monde. J'ai discuté avec certains de vos proches, et c'est vrai. Il y a même certains de vos proches qui vous surnomment oui oui parce que vous dites oui à tout le monde. C'est vrai ça ou pas? Ouais. Mais je dis toujours oui. Oui. Tout est possible dans la vie. Et ça veut dire, mais combien d'appels, quand on s'appelle Farid Kider, combien on a d'appels par jour pour vous demander des services ou des contacts? Beaucoup. Environ combien par jour? Je sais pas, peut-être 50, 80. Non. Ah, j'ai beaucoup. 50, je charge 2 fois. 80 appels par jour. Je charge 2 fois le téléphone. C'est énorme. Ouais, entre les messages, les SMS, les machins, vous les triez WhatsApp. Comment ces numéros? Bon, maintenant moins. Oui. Mais j'ai toujours ma petite bande d'amis à qui je dois rendre service à chaque fois, qui sont toujours dans des galères pas possibles, que j'arrive toujours à sortir. Mais moi, je suis comme le bon samaritain. J'aime rendre service, et quand il y a des histoires qui me touchent, j'ai du mal à laisser tomber je vous dis, je suis un fidèle en amitié. Moi, il n'y a pas plus fidèle que moi, et quand j'aime, je vais jusqu'au bout, quoi. Et bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, Vous êtes fidèle, c'est ce que j'ai ressenti. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, très attachant. Quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, difficile d'en sortir, sauf s'il y a vraiment une grosse trahison. Farid, on va y revenir, mais je fais une petite parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant. Quand vous étiez en prison, ses amis, ils étaient là? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en prison, il y en a beaucoup qui se sont écartés, mais ils se sont écartés, ils étaient malins, parce que ils sont pas écartés et fermé la porte. Ça veut dire qu'ils disaient, si t'as besoin, ils lançaient des messages. Si t'as besoin, je suis là. Mais ça, tu connais, c'est la disquette, ça, à 2 balles. On sait jamais si ça. Et j'ai beaucoup d'amis policiers qui m'appelaient en prison. Qui ont été convoqués en disant, ils ont été convoqués par le juge, en disant, ils ont été convoqués, comment ça se fait que Monsieur Kider se permet de vous appeler sur les portables, enlevez-lui le téléphone, tu vois, ils sont pour rien, les pauvres. Mais et ses amis policiers étaient plus fidèles que certains. Ah oui. Vous avez été surpris par certaines trahisons? Surtout ça, les mecs. Quand je dis amis policiers, c'est des amis boxeurs à la base. C'est mes copains avec qui j'ai commencé la boxe. On a grandi ensemble, ils sont devenus policiers, je suis devenu boxeur. Voilà, j'en ai beaucoup comme ça, beaucoup de copains flics à qui je donne des cours de boxe encore, et qui ont été fidèles jusqu'au bout. Les mecs, ils avaient confiance en moi. Et puis ils me connaissent, je suis pas un voyou, je suis pas un braqueur, je suis pas un dealer, je fais pas tout ça. Moi, ils avaient confiance en vous. Voilà, toute ma vie j'étais boxeur, j'ai fait que de la boxe. J'étais en équipe de France, je sais faire que ça. Un peu d'immobilier et la boxe. Mais voilà, je sais faire que ça. Donc je suis pas. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de gens de ma famille, beaucoup même de producteurs, d'acteurs qui m'appelaient, avec qui je suis encore. C'est des frères. J'appelle ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui vous ont tourné le dos. Et moi, il y en avait beaucoup ou pas? Il y en a eu pas mal, mais ces gens-là, j'ai plus de contact. Ils sont revenus? Ils sont pas revenus? Tu sais, c'est comme quand quelqu'un fait le mort, il faut respecter les morts. Vous leur dites quoi? Pareil. Vous leur dites quoi, Farid, à ces gens-là? C'est ce que je viens de te répondre. Quand quelqu'un fait le mort, il faut respecter les morts. Faut les laisser tranquilles. Ces gens-là, ils sont morts. Donc il faut plus en parler. Merci, Farid. Donc c'était votre livre. On peut le retrouver encore, ce livre, ou pas? Bien sûr. Oui. Je pense qu'il y en a chez Flammarion, aux éditions Flammarion. Je pense qu'il existe. Parfait. Et du coup, pour la case concernant votre one-man show, vous nous avez donné une petite exclue. Peut-être que dans l'avenir, on aura un autre spectacle. C'est parti, le calendrier s'affiche. Une nouvelle case va s'ouvrir. Je vous laisse choisir. Alors, le 16. Ah, on a fait 15, 14, 16. Ouais, c'est des chiffres qui se rapprochent. C'est vrai. Le 16, allez, on découvre ensemble. Il y a une signification d'abord le 16 ou pas? 16, ouais, c'est la date de naissance de mon fils. D'accord. Et 16 octobre, c'est bientôt, c'est demain son anniversaire. Ah bah du coup c'était la semaine dernière. Et du coup on salue votre fils. Ouais. Il s'appelle comment? Amine. Amine, on salue Amine. On découvre la case numéro 16, s'il vous plaît. Voilà, on est pareil avec mon GG. Merci d'être venu. Il est venu me voir, il s'est déplacé. Ouais, merci. Alors, Farid. Ouais, alors il y a des gens, ils traversent même pas la rue pour vous dire bonjour. Gérard, il est venu de Paris. Voilà.
pour voir Ça dit bonjour mon ami Farid. Eh ben, ça fait plaisir. Il est en pleine forme. Et on est là, on se fait un peu de sport, on se fait une détente, la piscine, la plage. Exactement. Puis la nourriture. Surtout. Comment faire un calendrier de Farid Kider sans Gérard Depardieu? C'est vrai. Je peux pas. Je C'est peux vrai, pas, c'est Farid. vrai. Je suis obligé. Comment vous vous êtes Gérard- rencontré avec Gérard? Gérard aussi, on lui a fait du mal, hein, le pauvre. Hein. Alors Gérard, on s'est rencontrés en 2002, 2003, il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans même. Et on a tourné ensemble sur l'Astérix aux Jeux Olympiques. D'accord. Et on est devenus copains, il m'a pas lâché, on s'adorait. Je suis resté 2 mois, moi, à Alicante, sur le tournage. Lui aussi, il était là. Et voilà, après on s'est revus, on s'appelait, on s'envoyait des messages de temps en temps. Et Il y a un lien qui s'est créé à Alicante Voilà. et qui est ça, resté. qui est resté. Et après on s'est revus avec, parce qu'il est reparti en Algérie avec Hassan, un copain. Et on s'est revus après, comme on avait on avait un projet de film ensemble, de faire le film sur ma vie, un Rocky à la française, avec Gérard Depardieu comme entraîneur à l'ancienne. Et on est parti à Dubaï, 3 semaines, je crois, un mois, je sais plus, à Dubaï. Et on a écrit. C'est ça. Ouais, je me rappelle plus des dates, mais en tout cas, on est parti écrire à Dubaï. Et quand on est revenu, tout lui est tombé dessus, le pauvre. Horrible. Ouais. Donc ça a bloqué tous des projets. Le film a bugué. Ça veut dire toutes les prods sont reculées, sont retirées. Plus personne voulait produire notre film. Et ça a été une catastrophe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a changé le fusil d'épaule. On est reparti sur un autre projet d'écriture. Et Farid, vous, en tant qu'ami de Gérard Depardieu, vous êtes ami de Gérard Depardieu, vous considérez je aussi l'ai toujours, comme ami? je l'ai toujours soutenu. Et le connaissant, toutes les conneries qu'on a pu dire sur lui, voilà, moi comme je dis, je suis infidèle, donc je peux pas cautionner parce que je connais le personnage. C'est un nounours, il est graveleux, certes, il aime bien, il dit des choses, mais c'est un franc-parler. Voilà, c'est un franc-parler. Puis c'est l'ancienne génération, même si aujourd'hui on vit dans une autre époque. Et si on reprenait un petit peu les Gainsbourg, tous les anciens, les Gabin, les machins, on les remettrait à l'époque d'aujourd'hui, on les mettrait tous en prison. Donc aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'il dit. Après, le faire passer pour un violeur, un pédophile, un machin, c'est horrible, ça. Il est grand-père, il a des petits-enfants, il a des enfants. On peut pas, surtout quand on connaît le gars, c'est pas... Vous qui êtes ami, vous pensez qu'aujourd'hui, ça l'a détruit un peu? Il est costaud mentalement, mais je pense qu'il a pris un coup avec tout ça. Il a plus 20 ans. Gérard, il a 78 ans, bientôt 80. À son âge, faut le laisser tranquille. Ça y est, c'est un papy. Faut les respecter, les papys. C'est comme nos papys. On se dit, voilà, ok, demain, ton grand-père, il dispute ta fille ou machin. Tu vas dire, papy, mais ne parle pas comme ça. Il va dire un gros mot à la maison. Mais papy, il y a les enfants, tais-toi. On la connaît. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut un peu les remettre un petit peu en place un moment, mais voilà, on vit avec. Vous le dites, j'ouvre les guillemets, vous lui êtes fidèle. Que pensez-vous des gens qui lui ont tourné le dos? Des gens proches, même du show business? Ça, c'est l'humain. L'humain est mauvais, malheureusement. Vous savez, il y a beaucoup de gens, comme je disais, surtout moi encore, je suis un petit peu loin, mais il a des proches à lui, des proches avec qui il a vécu des choses énormes, qui se sont dit non, Gérard, je ne cautionne pas. On peut pas jeter la pierre. Vous savez, c'est comme dans un couple. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand ça va pas, on en parle, on essaie d'avancer. Faut pas tout de suite casser la séparation. Tu vois, c'est. Et ben là, Gérard, c'est pareil. Soutenir. Ouais, entre familles. Faut soutenir entre familles. Exactement. Et moi, je parle par exemple, là, je parlais du journaliste là qui était avec lui. Au début, voilà, il était un peu de son côté et d'un coup, tu vois, ça. Il a tourné. Ouais. Il a vrillé. Ouais, je pense que ça, c'est pas des. T'en as beaucoup comme ça qui ont pas de. Ils ont pas de figure, pas de fierté. Ils tournent leur veste comme comme ils te disent bonjour, quoi. C'est pas. Moi, ces gens-là, j'ai pas de considération pour ces gens-là. Parce que je cautionne pas. Et moi, je suis quelqu'un qui est différent. J'ai grandi avec des valeurs.
des principes. Mhm. Ça veut dire que c'est ton ami, tu le lâches pas. Peu importe. Tu vois. Après, il a fait une connerie, on en discute. Et tu vas pas l'achever. C'est ton ami. Mhm. Mhm. Tu peux pas l'achever. Mhm. Ton ami. Même ton frère, il a tué quelqu'un. On peut pas, faut comprendre pourquoi. On sait pas, parle-en, explique-toi, qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux pas lui dire, ah, t'as fait ça, tu es là, ah, je te parle plus. Non. Tu vois, c'est comme je disais, moi, j'avais fait une émission chez Cyril Hanouna. On parlait de Gérard et à un moment, j'ai donné un exemple. Moi, c'était un exemple. Je disais, c'est quoi le sens de l'amitié? Ça veut dire, Karim, il m'appelle à 5 heures du matin. Je décroche le téléphone. Oui, Karim. J'ai un problème, viens avec ta voiture et t'appelle. Ok, je ne discute pas, je raccroche, j'arrive. Je suis d'accord. Peu importe ce qui se passe, ça peut être, peut-être ton chien il est mort, tu veux pas l'emmener chez le C'est vétérinaire, ça. on va l'enterrer. C'est ça. Mais on va en parler. Karim, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, explique-moi. Et là, je vais essayer de te raisonner. Je vais pas te soutenir. Je vais pas te pousser. Je vais te dire, on va en discuter. Attends, Karim, je vais essayer de te raisonner. Voilà le mot. Je vais te raisonner. Karim, attends, t'as fait une connerie. Attends, calme-toi, posons-nous. Là, t'es excité. Et il en a beaucoup des gens comme vous autour de lui, Gérard? Non, je pense on fait partie des derniers Mohicans. Les Mohicans. Vous êtes en contact avec lui encore? Ouais, toujours. Il va bien? Oui, ça va. Il t'embrasse d'ailleurs. C'est vrai? Dis embrasse Karim. Il a dit t'embrasses Karim. Embrasse Karim après l'émission. Ah, sacré Farid. En tout cas, on pense à lui et on sait que dans les prochains jours, je pense que ça va aussi. Je crois qu'il y a son jugement bientôt. Ouais, il va repasser. La pire personnalité que vous avez rencontrée? Parce que je sais que vous avez fait en plus la ferme célébrité, vous avez Ouais. côtoyé le show business parisien, vous allez à Dubaï, vous avez même dit qu'à Dubaï, quand on y va, on n'est pas prêt à revenir. Hein. Ouais. Vous connaissez du monde. La pire personnalité, sans langue de bois, Farid. Alors moi, j'ai pas de mépris sur les gens. J'ai pas de. En vrai, pour être honnête, les gens, quand ça le fait pas, Bon, la moins bonne expérience alors. bah comme ça à froid là, à chaud, j'ai pas d'idée parce que j'ai pas de. Mais C'est votre bienveillance qui parle. ouais, peut-être, mais j'ai pas de. Parce que en fait, j'ai pas. Moi, il y a personne qui serait capable de m'énerver. Je suis pas dans ce move, tu vois. J'ai pas de. Même au niveau des médias, vous appréciez tout le monde? Ouais, après dans les médias, c'est comme partout, il y a des crapus, il y a des machins, mais en général, je zappe. Au revoir. Avez-vous des regrets, Farid? Des regrets, ouais. Bon après, le problème, j'aurais dû préparer les questions. Je me serais C'est pas grave. mais comme ça, pour répondre comme ça du tac au tac. Un regret comme ça, un de vos plus grands regrets dans votre vie, dans Ouais. votre carrière ou dans votre vie? Ouais, le regret, c'est honnêtement, je sais pas si c'est un regret, mais la prison m'a fait du mal quand même. Mm. Voilà. Après, c'est comme ça, on choisit pas. Hein, la vie, les fréquentations, voilà. Le seul regret, c'est ça. Si aujourd'hui c'était à refaire, j'aurais fait différemment. Mm. Voilà. Je me serais peut-être moins lié d'amitié. J'aurais moins donné mon cœur et j'aurais donné moins d'amitié, on va dire. Avez-vous des rêves? Jouer au golf sur la Lune. Non, des rêves. Alors j'ai cette force de pouvoir faire ce que je veux. Mm. Ça veut dire que les rêves, j'en ai réalisé beaucoup. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais envie. Voilà, j'ai 50 ans. Vous êtes jeune encore, Farid. Ouais, je sais, ma vie elle est faite. Je m'occupe de mon fils Céliane que j'aime à la folie. Mhm. Il est avec moi tous les jours. Voilà, j'ai que lui. Mais voilà, aujourd'hui, je me projette beaucoup avec lui. Mhm. Et les rêves, c'est réaliser leurs rêves à eux, aux enfants. C'est surtout ça. D'où vos combats. Il y a aussi votre rêve pour lutter contre la pauvreté. Il y a Bien énormément de combats que vous avez, Farid. Votre plus grand projet à l'avenir, que ce soit artistique ou personnel, ce que vous envisagez, vous aimeriez bien faire. Alors aujourd'hui, j'ai pendant, on va dire presque 10 ans essayé de monter le film sur ma vie. Mhm.
J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de barrages, j'ai eu plein de choses qui se sont opposées. Et ça fait partie de mon rêve, c'est de pouvoir Vous avez trouvé les financements? Pouvoir le produire et le réaliser, ouais. Peut-être pas le réaliser parce que je prendrai un réalisateur, mais au moins de le livrer. Et je vais le livrer et je vais y arriver, c'est sûr. Vous vous donnez combien de temps? 2-3 ans max. On vous le souhaite, Farid. Merci. Farid Kheder, une légende on a eu ce soir. Tout le monde me le dit, vous êtes d'une bienveillance. C'est la première fois que je vous rencontre et votre sourire en dit long sur votre bienveillance. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la réalisation, c'était VL Média, la production Scroll TV Radio. Le calendrier de Karim Sebou, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous, protégez-vous et restez vous-même. À bientôt. Un mec speed, fluide, venu des terres arides et son prénom c'est Farid. Ouais, bref, et du logis, de la boxe pied-point qui vient de chauffer la bougie. Un mec speed, fluide, venu des terres arides et son prénom c'est Farid.